Ça va sans doute vous paraître étrange, mais je voulais pas la faire, cette vidéo, à la base. Alors, restez, parce que ça va quand même vous être utile. C'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas le truc dont on va parler aujourd'hui, les différents conseils que je pourrais donner dans cette vidéo-là et dans la prochaine, bah vous allez quand même en ressortir en ayant appris vachement de trucs sur votre système nerveux et sur le fonctionnement de tout le bazar que vous avez là-haut. Et puis, dans tout le reste du système nerveux aussi, quoi. Vraiment, de manière générale, c'est assez stylé et c'est assez empouvoirant d'apprendre toutes les choses dont on va parler aujourd'hui. Mais pour pouvoir aborder tout ce dont je vais parler aujourd'hui, sans vous donner l'impression que ma chaîne est lentement en train de sombrer vers soit la pop psychologie d'un côté, soit le développement personnel de l'autre, eh ben il faut que je soigne quand même sacrément mon approche. Non, parce que, spoiler, le truc dont je vais parler aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, à la base, c'est full du développement personnel. Du coup, la seule manière de présenter ça de façon un peu sérieuse, c'est de bien préparer le terrain avant. Donc si pour l'instant vous voyez sincèrement pas où je veux en venir, un peu d'histoire. En 1971, Richard Sapper, un industriel allemand qui vit en Italie et qui jusque-là est connu pour faire des chaises moches, des machines à coudre jolies, des luminaires moches, des radios jolies et des horloges dont la police d'écriture ne devrait avoir sa place que dans les cauchemars les plus kitsch d'un enfant autiste de Philippe Stark, met au point le mini-timer. Un ressort intégré, une coque en plastique moulé, une bague graduée et une cloche qui fait quand il faut retourner les magrets. Ça paie pas de mine, ça a l'air de rien, mais ça permet à Giuliana de pouvoir faire bouillir les rigatoni numéro 50 tout en donnant le biberon au petit Francesco, et puisqu'elle n'a plus besoin de garder les yeux sur une horloge, elle peut le faire tout en lisant l'édition de novembre du magazine Annabella, qui contient un super article sur les pères qui sont obligés d'abandonner leurs enfants pour suivre leur carrière. Lo sapevi che Gianni Morandi ha piantato i figli? E da quando è morto il duce? La famiglia non vale più niente. Ce qui, en français, veut dire, en gros, je n'ai pas le droit d'avoir un compte en banque, ni une opinion politique différente de celle de mon mari. Et donc, ce petit minuteur de cuisine italien sera massivement présent dans les cuisines, il est fabriqué par l'entreprise italienne Ritz Italora, et vendu en France par Terraillon. Le principe marche super bien parce que c'est à la fois l'essor du plastique injecté à bas coût, et la vague des ustensiles domestiques figuratifs. En gros, à cette époque, tous les trucs qu'il y a dans la cuisine, ils ont des formes rigolotes de fruits et de légumes. En France, le modèle de minuteur qui marchera le mieux, il est en forme d'œuf, parce que la tradition gastronomique française de l'œuf mollet parfait rend logique l'association entre l'œuf et la précision du temps de cuisson. C'est neutre, c'est pâle, c'est discret, ça ressemble un peu à un sextoy, mais c'est élégant. Et en Italie, le modèle de minuteur qui marchera le mieux, il sera en forme de tomate, parce que la tradition culinaire italienne de la salsa al pomodoro rend logique l'association entre la tomate et la générosité du temps de cuisson. C'est vif, c'est rouge, c'est bruyant, c'est excessif, c'est parfaitement dégueulasse. Mais tout comme en France avec notre œuf, la tomate elle va rester sur les plans de travail des cuisines italiennes pendant des décennies, et du coup à la fin des années 80, le petit Francesco de tout à l'heure, celui que sa mère biberonnait tout en faisant cuire les pâtes, et bah il est toujours à la maison, mais maintenant il a 20 ans, et il fait des études de commerce. Il a des partiels, il est censé réviser, mais il y arrive pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand les synapses frontostriées recyclent la dopamine et la noradrénaline tellement vite que le signal d'anticipation de la récompense s'effondre avant même que l'intention motrice ait eu le temps de se consolider? Et bah on va se chercher un casse-croûte à la cuisine. J'imagine que vous aussi vous faites ça, non? Et c'est parfaitement logique, c'est-à-dire que quand le cortex préfrontal il déclare forfait, le striatum ventral prend la main, parce que visiblement c'est pas votre intelligence naturelle qui va vous donner de la stimulation, donc il redirige la recherche de récompense vers une action plus accessible. Et comme manger c'est la manière la plus rapide de remonter le tonus dopaminergique, et bah on ouvre le frigo. Et quand on n'a pas faim, et bah du coup on se demande pourquoi on a ouvert le frigo. Et ce qu'on fout dans la cuisine. Oui, c'est pour ça que c'est toujours la cuisine, l'endroit où on se retrouve sans savoir pourquoi. Et donc Francesco, comme vous, il tourne en rond, il n'arrive pas à bosser, et donc comme vous, il va à la cuisine, poussé par son striatum ventral, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a ventre dans le nom, et comme vous, il se rend compte qu'il a pas faim, et donc son attention elle est captée par le truc le plus flagrant qu'il y a dans son champ visuel, le minuteur en forme de tomate par lequel sa daronne a remplacé le mini-timer qui était beaucoup plus joli mais un peu plus salissant. C'est petit, c'est rond, c'est rouge, ça brille, et quand on le secoue ça fait ce bruit qui fait que j'évite de trop jouer avec pendant que je filme, et surtout, il y a un petit ressort dedans qui fait un bruit mécanique hyper satisfaisant. Le tic-tac c'est rigolo, mais le fait de remonter le ressort c'est déjà une micro-récompense sensorielle. Là, je le fais, ma dopamine elle remonte, direct. Ça par contre je déteste. Il est niqué. Le cerveau, qui n'arrive plus à lancer une action complexe comme réviser le chapitre sur la comptabilité nationale, il se rabat sur une action simple, concrète, à feedback immédiat, chaque cran de rotation du minuteur c'est un mini-shoot de contrôle retrouvé.
Francesco, il est allé dans la cuisine parce que son striatum ventral lui demandait d'aller chercher de la dopamine, et il l'a trouvé. Il a obtenu exactement ce qu'il lui fallait, un déplacement d'objectif. Le cortex moteur, il reprend du service parce que la tâche, elle est enfin finie d'un point de vue perceptif. On fait quelque chose qui a un début, une résistance, une fin, et un cycle complet de cause-effet bouclé en 1 minute qui redonne une sensation d'efficacité minimale à un système nerveux qui est en panne de boucle de récompense. Le truc emmerdant avec un chapitre de cours à réviser, c'est qu'une fois qu'on a tout appris par cœur, et ben ça fait pas ding. Ça peut paraître con, mais je veux dire, pourquoi on ramasse les pièces dans Mario? Concrètement, ça change quoi? Ça a peut-être un impact très mineur sur le nombre de vies, tout ça, ok, je sais comment fonctionne Mario, mais juste imaginez le jeu comme ça. Là, mon cerveau, il a juste envie d'aller chercher un truc dans la cuisine. En tout cas, il a plus envie de jouer avec ça. Donc bon, justement, la cuisine. Francesco. Qui, et d'ailleurs, est aussi italien, comme Mario. Ouais, il va falloir que j'avance, parce que si j'arrête la vidéo là, vous allez croire que la conclusion de la vidéo, c'est que quand un Italien fait un truc, il a besoin que ça fasse ding pour avancer. Mais du coup, comme c'est le striatum ventral qui réclame ce ding et qui pousse les gens à aller chercher la récompense, ça veut dire que techniquement, on joue pas à Mario. On est le striatum ventral de Mario. Et les révisions, c'est la princesse. Et la princesse, c'est pas qu'elle est dans un autre château. C'est que Mario, il a juste des troubles de l'attention. Et le premier château, en fait, c'est la cuisine. Et Bowser, c'est une tortue qui l'empêche de voir sa meuf. Parce qu'en fait, Bowser, c'est le masking. J'aurais dû faire une vidéo sur Mario, je suis con, moi. Bon, revenons à Francesco et à sa tomate qui fait ding. Il la ramène dans sa chambre, il la remonte 1 fois, 2 fois, 3 fois, il s'amuse bien, mais à un moment quand même, il faut qu'il se sorte les doigts et qu'il commence à réviser. Et comme il peut la tourner dans un sens mais pas dans l'autre, sinon ça nique le ressort, et bah il est bien obligé de la laisser tourner pendant qu'il révise. Sa dopamine, elle est un peu remontée, alors il arrive à s'y remettre, il finit de lire son chapitre, et au bout de 25 minutes... Et là, sans le savoir, Francesco, il vient de découvrir la première vraie récompense honnête qu'il a eue depuis le début de ses études. C'est pas une note, c'est pas une validation sociale, c'est pas un bravo abstrait d'un prof de microéconomie qui reverra jamais, juste un ding, clair, immédiat, et qui lui dit « t'as tenu jusqu'au bout ». Pas au bout de l'année, même pas au bout du partiel, mais au bout de quelque chose. Il joue un peu avec, il la relance, il la repose, et à chaque fois ça marche, et il vient, sans le savoir, de se fabriquer un système dopaminergique artificiel, et calibré à ses besoins. À ce moment-là, il travaille plus en chapitre, il travaille en pomodori, il travaille en tomate. Il note ses cycles, il chronomètre, il ajuste, et ce jour-là, Francesco Cirillo, au seuil d'une découverte qui pourrait aider des millions de neuroatypiques et de personnes traumatisées à enfin réussir à faire les choses qu'ils et elles aimeraient faire, il décide d'inventer un gimmick pourri de gourou de développement personnel et passera le reste de son existence à vendre des formations à 100 balles à des étudiants et à 1500 balles à des entreprises. Parce que c'est avant tout ça, être un gros con d'étudiant en école de commerce dans les années 80. Bon, c'est évidemment la première partie d'une vidéo en 2 parties. Je voulais faire un petit peu l'histoire de Pomodoro parce que je trouvais ça intéressant. Évidemment, tout est ultra romancé. J'en ai aucune idée de si la mère de Francesco Cirillo, elle s'appelait vraiment Giuliana. Je sais pas si elle était spécialement nostalgique du fascisme, vu qu'elle vivait à Milan, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit le cas, mais... Le but, c'était pas spécialement d'insulter sa mère, c'était bon, romancer un petit peu l'histoire. Et puis on sait pas vraiment comment il a découvert le truc de Pomodoro. On sait que c'est par rapport à ce truc-là, hein, mais c'est insupportable de jouer avec ça. Enfin, de tourner avec ça. Dans la deuxième partie, je vais justement vous montrer comment est-ce qu'on sort du truc dev perso pourri, améliorer votre créativité, votre productivité, blablabla, pour pouvoir mieux fonctionner en entreprise et puis être un bon employé finalement. Bon, la deuxième partie, je vais faire un truc justement en rapport avec le burn-out autistique, le fait qu'on n'arrive plus à retrouver une fonction exécutive comme on l'avait avant, etc. Mais du coup, voilà, retenez bien que le Pomodoro, je ne m'associe pas à Francesco Cirillo quand j'en fais la promotion. Et d'ailleurs, ça, je l'ai acheté juste pour la vidéo. Je pense que ça, franchement, ne sert à rien. Je pense que franchement, ça ne sert à rien. Je pense qu'il y a beaucoup mieux. Mais je vous en reparlerai. C'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Je regrette de l'avoir acheté. À la prochaine.